Europe 1. Pascal Praud et vous. De 11h à 13h sur Europe 1, Pascal, nous vous retrouvons avec votre invité Francis Nachbar à l'occasion de la sortie du livre qui est paru hier, Ma rencontre avec le mal, Michel Fourniret, Monique Olivier, paru chez Mareuil Éditions. Bonjour Monsieur Nachbar. Bonjour. Et ce livre qui paraît aujourd'hui Mareuil Éditions, lorsque vous êtes entré dans le studio, je vous ai dit, j'ai lu ce livre, c'est effrayant. C'est effrayant de lire ce livre, et c'était encore plus effrayant sans doute, non pas de l'écrire, mais comme vous, d'être à la rencontre du mal, et ce mal, c'est Michel Fourniret, Monique Olivier, que vous avez interrogé, que vous avez eu en face de vous pendant des heures. Que j'ai supporté pendant 4 ans. J'ai passé pas loin d'une centaine d'heures, effectivement, avec Michel Fourniret, un peu moins avec Monique Olivier, parce que il n'y avait pas grand-chose à attendre de Monique Olivier. Elle a joué jusqu'au bout son rôle d'idiote de service, vous me passerez l'expression, mais c'était un peu ça, essayant de faire croire qu'elle était complètement dominée, terrorisée, mise sous la coupe de Michel Fourniret. C'était pas du tout ça. Mais c'est vrai que c'est une affaire absolument effroyable. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire judiciaire française que l'on rencontre un couple assassin, très rare, de tueurs en série, de surcroît. Donc c'est absolument effroyable. Alors vous, évidemment, votre objectif, lorsque vous échangez avec lui, c'est qu'il vous donne des informations. Absolument. Bon. Et ces informations, pour les avoir, j'allais dire, il fallait pactiser, il fallait qu'il ait confiance en vous. C'était le Mouzin ou toutes ces affaires-là. Et alors, c'est le Mouzin, je m'en suis pas occupé. Mais même si on en a parlé. On en a parlé. Voilà, vous avez raison, on en a parlé. Et il vous dit, celle-là, c'est pas moi d'ailleurs. Oui, il vous dit, celle-là, c'est pas moi. Il y a un peu d'ironie et derrière avec cette phrase. Sourire. Voilà, c'est pour ça que derrière cette phrase, on ne sait pas ce qu'il veut dire. Celle-là, c'est pas moi. C'est comme si il rejetait la culpabilité sur Monique Olivier. C'est ça qu'on peut. Oui et non. C'est-à-dire, quand on connaît bien Fourniret, quand il vous dit avec un large sourire à plusieurs reprises, il me l'a fait plusieurs fois, celle-là, c'est pas moi, c'est un aveu en négatif. Quand on le connaît vraiment, parce que c'est un très très grand manipulateur. Donc c'est en réalité un aveu en négatif. Et j'avais écrit d'ailleurs un courrier en ce sens pour dire ma conviction dès 2006 qu'il était bien l'auteur du meurtre, de l'enlèvement et du meurtre d'Estelle Mouzin, parce que j'avais toute une série d'éléments qui me le faisaient penser, mais je n'en avais pas la preuve et je ne connaissais rien du dossier. Je le dis très. Alors, ce qui m'intéresse, c'est comment ça se passe. Fourniret, vous le rencontrez à quelle fréquence ? Alors, dès l'arrestation de Fourniret, il est détenu provisoire en Belgique. Et la procédure belge permet aux policiers belges de pouvoir, même mis en examen ou inculpé, à l'époque ça s'appelait comme ça, de pouvoir le sortir aussi souvent qu'ils voulaient pour l'interroger. Lui et Monique Olivier, après, quand elle sera détenue 1 an plus tard, parce qu'au départ elle n'est pas détenue, on n'a rien à lui reprocher. Et donc, chaque fois que j'ai l'occasion de me rendre en Belgique avec les inspecteurs, avec le commandant Bourgard et l'inspecteur Jacquemin de la PJ de Reims, chaque fois que j'ai l'occasion, j'y vais. Et là, on passe un temps infini, quoi. J'ai passé 10, 11, parfois 12 heures. Il m'arrivait de rentrer à 4 ou 5 heures du matin chez moi, parce que j'assistais aux interrogatoires, mais surtout le plus intéressant pour nous, c'était de discuter de Monique Olivier. Donc, de le flatter, d'être cordial avec lui, de manifester aucun sentiment de répulsion, de dégoût, tel que n'importe quel être humain peut en avoir face à ce genre de personnage, et donc de le faire parler. Et il m'avait dit assez rapidement, je suis disposé à vous aider, mais il m'avait plutôt... il était un peu flatté qu'un procureur s'intéresse à lui, donc je profitais un peu de cet état positif, et il m'avait dit, moi je suis disposé à vous aider, mais monsieur le procureur, il faudra être aussi intelligent que moi. Ce qui était tout à fait impossible, parce qu'il avait une intelligence absolument exceptionnelle, selon sa mégalomanie qui était complètement pathologique. Donc il fallait quand même se montrer pas trop bête, un petit peu intelligent. Effectivement, à chaque fois qu'il nous a fait des aveux, à chaque fois qu'il nous a donné des pistes, à chaque fois qu'il nous a orientés vers la découverte de corps ou vers d'autres victimes, il y avait des pièges. Et combien d'affaires, si j'ose dire, vous avez pu élucider avec lui ? Alors, sur Charleville-Mézières, le procès d'assises de Charleville-Mézières en 2008, on avait 10 faits. On avait 7 faits criminels, et puis 3 autres... on avait 8 faits criminels, dont une tentative de viol, la personne en était réchappée, fort heureusement, et 2 tentatives d'enlèvement. Pas de victimes. Il y avait quand même 7 enlèvements, viols et meurtres de jeunes filles, de gamines parfois très jeunes. Et au cours de ces discussions avec Fourniret, beaucoup plus qu'avec Monique Olivier, qui ne nous a jamais aidés, on a solutionné, parce qu'il y avait la police judiciaire de Reims et puis naturellement la Belgique, la police belge, on a solutionné Marie-Angèle Domès et Johanna Parish, 2 affaires qui seront jugées en même temps qu'Estelle Mouzin fin novembre 2008.
à Nanterre. Mais il m'a laissé entendre que, naturellement, il y en avait beaucoup plus. Moi, il m'a dit, je cite ses propos, je partais à la chasse des jeunes fentes, excusez-moi l'expression, ou des MSP, c'est les membranes sur pattes, c'est comme ça que tous les deux appelaient les jeunes filles vierges. Il avait écrit d'ailleurs, avant même de se connaître, dans leur volumineux courrier. Donc il partait à la chasse 1 ou 2 fois par an, c'était beaucoup plus 2 fois qu'une. Et comme il me dit, moi quand je revenais de la chasse, je revenais jamais bredouille. Je ne sais pas si un faisan ou un garenne, c'est comme ça qu'il y a la considération dans laquelle le mépris total, enfin la cruauté des propos de Fourniret. Donc moi j'ai établi on a établi qu'il y en avait encore 15 ou 20. Il y en a peut-être encore plus. On marque une pause et on revient dans une seconde. Francis Nagbar est l'invité de Pascal Praud sur Europe 1. Je vous rappelle que ce week-end, samedi et dimanche, Europe 1 vous donne rendez-vous comme chaque week-end de 14h à 16h pour vos après-midi récits. De 14h à 15h, Christophe Ondelat vous raconte les affaires criminelles qui ont marqué les Français. Et de 15h à 16h, plongez au cœur de l'histoire avec Virginie Giraud. Des récits bien sûr à télécharger en podcast ou à réécouter en replay sur toute votre plateforme d'écoute sur europe1.fr et l'application Europe 1. À tout de suite avec Pascal Praud de 11h à 13h. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Pascal Praud. Pascal Praud de 11h à 13h avec votre invité Pascal Francis Nagbar à l'occasion de la sortie du livre qui est sorti hier. Ma rencontre avec le mal, Michel Fourniret, Monique Olivier, paru chez Mareuil Éditions. Le procureur qui a obtenu la perpétuité incompressible contre Michel Fourniret. Il raconte, il est avec nous. Vous écrivez, personne ne sortira indemne de l'affaire Fourniret. Pas même vous, monsieur le procureur. Fourniret m'a asséné cette sentence quelques minutes seulement après notre première rencontre. C'était le 3 juillet 2004, lors des fouilles dans le parc de Sautou, dans les Ardennes, à la recherche des corps de 2 de ses victimes, Jeanne-Marie Desrameaux et Elisabeth Brichet. Fourniret ne s'est pas trompé. 19 ans plus tard, cette phrase résonne encore en moi comme une mauvaise litanie. Non, je ne suis pas sorti indemne de cette affaire judiciaire exceptionnelle, de ces centaines d'heures passées avec Michel Fourniret et sa compagne Monique Olivier. Oui, tout à fait. Tout à fait, j'en suis pas. Il me l'a dit. Au début, ça m'a un peu surpris qu'il me dise ça. Moi, j'ai mis ça sur le compte de sa mégalomanie. Mais vous disiez intelligence. Vous le qualifiez d'une intelligence exceptionnelle par rapport. Oui, c'est ça. Non, il est intelligent. C'est un très fin psychologue. C'est un très grand manipulateur. Mais non, il n'est pas intelligent de manière exceptionnelle parce qu'il fait des erreurs. Monique Olivier, elle, a été... même si aujourd'hui ça semble contesté, Monique Olivier a été considérée comme exceptionnellement intelligente avec un QI de 131. C'est 2,2% de la population française. Il y a 2 experts psychologues réputés, messieurs Herbelot et Ployer, qui l'ont parfaitement déterminé, et les psychiatres, qui ne déterminent pas le QI, l'ont toutes considérée comme une intelligence très supérieure. Et c'est elle qui souvent vient au secours de Michel Fourniret, lui dit cet alibi, c'est pas bon, il faut pas dire ça, il faut au contraire donner cet alibi-là. Vous voyez, elle est beaucoup plus intelligente que lui. Est-ce qu'on sait le nombre de victimes du couple Fourniret-Olivier ? Pour l'instant, on en est à une quinzaine, je crois, puisqu'il y en avait 10 lors du procès de Charleville. Il y en a 3 qui vont être jugés en fin novembre de cette année. Il y a Farida Amish, qui a été assassinée par le couple et qui leur a permis d'acheter le château du Sautou, puisqu'ils ont dérobé ils ont eu le pactole, ils ont dérobé le magot du gang des postiches. C'est quand même une histoire assez exceptionnelle aussi, ça. Ils ont assassiné cette femme dans des conditions que des femmes. Oui, il y a une tentative de meurtre sur un VRP, monsieur Sissou. Malheureusement, c'était prescrit en 2008. Et le mode opératoire, c'est enlèvement, viol, meurtre. Oui, absolument. Avec scénographie, si j'ose dire, mise en scène. Avec une mise en scène postérieure. Oui, alors souvent c'est très repéré, c'est repéré. Pour certaines victimes, il y a le jeu du chat et de la souris, ça dure des mois. Des mois comme ça, où il sympathise avec cette victime, il l'emmène dans un restaurant, je parle pour Jeanne-Marie Desrameaux, la journée s'est excellemment bien passée, dit que Monique Olivier, c'est une jeune fille très sympathique, alors qu'elle sait très bien qu'elle va malheureusement être assassinée de la même manière. Il la ramène au couvent, parce qu'elle habitait chez une étudiante qui habitait dans un couvent, et puis un mois après, ils vont la chercher pour effectivement la violer et la tuer. Et puis vous écrivez des choses absolument abominables. Lors d'une conversation en marge d'un interrogatoire en Belgique, Fourniret a pris le soin
de me détailler les derniers instants d'Elisabeth. Il m'a indiqué qu'il avait délibérément choisi un sachet en plastique transparent pour voir les yeux horrifiés de sa victime s'éteindre peu à peu. Fourniret me testait une nouvelle fois. J'ai réussi. Je ne saurais jamais comment rester de marbre pour ne pas défaillir devant lui et à dissimuler toute émotion qu'il aurait pour sa part assimilée à de la faiblesse, défaut rédhibitoire à ses yeux. Oui, tout à fait. C'était des moments effectivement très difficiles à supporter, mais je tiens à dire, parce que ça me paraît quand même important, que le traumatisme que j'ai pu subir, et j'en ai subi un, et je ne le cache pas, c'est vrai que je n'en suis pas sorti indemne, mon épouse non plus d'ailleurs, et peut-être encore pire que moi, mais ce traumatisme, il n'est rien. C'est pour ça aussi que j'écris ce livre. J'essaie malheureusement de donner des détails que toutes les familles des victimes connaissent. Elles ont tout vu, tout entendu. Je ne donne rien de plus naturellement. Je ne rajoute pas à l'horreur, bien au contraire. Mais je donne tous ces détails pour essayer de faire comprendre à ceux qui me liront à quel point la perversité, l'abomination de ce couple a conduit ces familles à une détresse perpétuelle. Elles ont pris une vraie perpétuité également. Elles sont au moins partiellement détruites. Je n'ai jamais ressenti ça de cette manière. Mais cette douleur, cette détresse, elle était, pour toutes les familles des victimes, qui étaient très dignes, elle était palpable, elle était réelle. Oui, parce qu'au-delà de la mort d'un être cher, les conditions de sa mort, les derniers instants de sa mort hantent, j'imagine, en permanence. 19 ans sans savoir ce que leur gamine est devenue. Elisabeth Brichet, Jeanne-Marie Desrameaux, Isabelle Laville, il y en a un certain nombre. Estelle 19 ans. Alors, oui, pardon. Estelle Mouzin, oui aussi. Alors, c'est peut-être pas. Oui, Estelle Mouzin, on l'a toujours pas retrouvée, malheureusement. Puis, je crains qu'on ne la retrouve jamais. Vous imaginez. Alors, ils imaginent, ils se raccrochent à des choses totalement irrationnelles. Peut-être qu'elle est encore en vie, peut-être qu'elle n'est pas tuée, peut-être qu'elle a été enlevée. Vous savez, toutes ces histoires qu'on entend parfois, mais j'y crois pas vraiment. Fourniret a fait l'objet de 3 expertises psychologiques, comme pour Monique Olivier. Qu'est-ce qu'elles ont dit de ces expertises ? Il y a eu des expertises psychologiques et des expertises psychiatriques. Alors, pour Fourniret, c'est, comme le dit le docteur Zaguri, le tueur le plus abouti qu'il ait jamais connu. Et le docteur Zaguri, c'est quand même lui qui a expertisé. Un psychiatre de grande renommée. Un psychiatre qui a expertisé les plus grands tueurs en série français, Léon, Chanal, Allègre, etc. Pour lui, c'est le tueur le plus abouti. C'est un sociopathe, un psychopathe atteint de névrose, d'une perversité sans nom, d'une mégalomanie pathologique, d'un orgueil délirant, qui, sous prétexte d'une recherche, d'une quête de la virginité, essaie de se démarquer des autres tueurs en série, et lui indique que c'est pas du tout l'aspect physique, sexuel, mais c'est au contraire une démarche beaucoup plus noble, beaucoup plus intellectuelle. Quand vous songez qu'il m'a dit que pour une petite victime, il a tué avec grâce et élégance. Voilà, c'est Fourniret. Donc c'est quelqu'un qui est relativement facile à inscrire dans les cases psychiatriques, en sachant que c'est effectivement le tueur en série peut-être le pire qu'on ait jamais connu. On marque une pause. Je sais que Jeanne voulait nous dire peut-être un mot. On pourra l'écouter, vous pensez, après la pause, Jeanne ? Ou est-ce qu'on oui, on va la prendre après la pause. Je ne sais pas si on aura le temps, malheureusement. Rapidement. La pause, maintenant, Jeanne ? Non, on fait la pause. Après. La pause, à tout de suite. 11h-13h, vous écoutez Pascal Praud sur Europe 1. Europe 1. Pascal Praud et vous. Vous écoutez Pascal Praud sur Europe 1 de 11h à 13h et Francis Nagbar est votre invité puisque son ouvrage est sorti hier. Ma rencontre avec le mal, Michel Fourniret, Monique Olivier, paru chez Mareuil Éditions, Pascal. Et puis vous pourrez écouter, si vous voulez, le podcast sur europe1.fr, podcast qui s'appelle L'Ombre, et c'est le père d'Estelle Mouzin qui parle pour la première fois, et il parle notamment d'un détail très particulier, puisque ce pull au vert rouge que portait le père d'Estelle Mouzin, la mère du père, sa propre mère l'avait détricoté, l'avait retricoté pour sa petite fille, Estelle Mouzin, et on avait, je crois, trouvé un fil rouge qui avait permis d'avancer dans l'enquête. Donc oui, c'est je une l'avais histoire, indiqué dans le courrier d'ailleurs que voilà, j'avais fait. c'est une histoire absolument sidérante avec donc le père d'Estelle Mouzin qui parle dans ce podcast qui s'appelle L'Ombre. Europe.fr. Dans votre livre, vous écrivez à la page 119, à cet instant, je lui ai déclaré que j'étais convaincu de sa culpabilité dans le meurtre d'Estelle Mouzin et j'allais lui en préciser les raisons lorsqu'il s'est levé très brutalement, s'est rapproché de moi et m'a hurlé que celle-là, ce n'était pas lui. À mon tour, je me suis levé, j'ai réussi à surmonter ma crainte, j'ai hurlé également en lui disant qu'il ne m'impressionnait pas. Oui, tout à fait. C'était une scène assez, une scène un peu surréaliste qui s'est passée à la maison d'arrêt.
cette obsession de trouver d'autres victimes, même sur des dossiers dont je n'étais en rien compétent, parce que j'ai jamais rien eu à connaître de ce dossier, mais j'étais tellement convaincu de la culpabilité de Fourniret, avec tout un faisceau de présomption. J'avais indiqué à la direction des affaires criminelles des Gras, je n'avais pas eu de réponse, peut-être que ça a été traité, peut-être que ça ne l'a été pas, moi je n'en ai pas été informé. Et donc juste avant le procès d'assises, je savais que je ne reverrais plus Fourniret en 2008. J'ai profité, j'ai pris un prétexte juridique un peu, qui était véritablement qu'un prétexte, pour aller discuter une dernière fois avec lui. J'ai demandé au surveillant de prison de me laisser seul avec lui. Ah, vous êtes seul dans ces cas-là? Oui, je suis seul. Mais j'avais demandé, mais je connaissais Fourniret, je savais, parce qu'il y avait eu quelques disputes assez violentes entre lui et moi, je savais qu'il était capable de pouvoir être violent. Même si c'était un grand lâche, en fait, à part avec les petites filles. C'était un grand lâche. Mais il pouvait être violent, ne pas se contrôler. Donc j'avais dit au surveillant de prison de rester derrière la porte. Et s'il entendait des éclats de voix, de rentrer immédiatement. Bon, parce que Fourniret, c'était un petit bonhomme, mais très trapu. On l'appelait Popeye, parce qu'il avait des avant-bras un peu à la Popeye, en prison. Hein, et pas moi qui l'appelais Popeye. Et donc, effectivement, il y a eu cette scène où complètement surréaliste. Et alors, j'ai hurlé encore plus fort que lui. Le surveillant était à l'autre bout du couloir, il n'a jamais rien entendu. Bon, petit problème quand même, parce que j'étais pas véritablement rassuré. Bon, j'étais de taille à me défendre, mais enfin, malgré tout, j'étais pas complètement rassuré. Je lui ai hurlé dessus, il s'est rassis, aussi soudainement, aussi brutalement qu'il s'était levé, et on a repris une conversation tout à fait normale. On a reparlé des auteurs russes et de ce qui l'intéressait, paraît-il. Des auteurs russes? Ah, il était passionné de littérature russe et réécrivait, il m'avait expliqué, qu'il réécrivait Flaubert et Stendhal, alors des auteurs français, parce que leur style, leur syntaxe n'était pas exceptionnel. Francis Nagbar, ma rencontre avec le mal, Michel Fourniret, Monique Olivier, préface de Jacques Dallest, le procureur qui a obtenu la perpétuité incompressible contre Michel Fourniret raconte, et c'est aux éditions Mareuil Éditions. Merci vraiment d'être passé par le studio d'Europe 1. Céline, c'est à vous. On va parler rugby, nous, à la fin de cette heure. Oui, est-ce que cette finale a un intérêt, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande? Évidemment que oui. Avec Serge Blancourt, on se posera la question, pourquoi faut-il la regarder? Oui, samedi, bien sûr. Et ce soir, la petite finale. Les radars automatiques, on poursuit le débat, parce qu'évidemment, beaucoup d'auditeurs sur Europe 1 s'intéressent à ce sujet. Et puis, avec Pierre Martinet, ancien sous-officier, ancien agent du service action de la DGSE, on va parler de cette incursion militaire et de la stratégie militaire de Tsahal dans la bande de Gaza. Merci pour cette semaine. Merci à Florian Carassou-Maillan qui était à la programmation toute la semaine, à Élise et Quentin qui étaient au standard, à Fabrice bien sûr et à Olivier Guénec. Rendez-vous lundi. Merci Pascal. Merci Géraldine. Bon week-end et à lundi. Pascal, pourrez-vous que vous retrouvez bien sûr aussi sur europe1.fr.